Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille à la brasserie De Koning à Anvers. Alors nous avons fait le déplacement en Anvers. Pourquoi ? Bien parce qu'aujourd'hui, c'est le concours du meilleur sommelier junior de Belgique et c'est ici que ça se passe. Née en 1833, la Brouwerij De Koning est la plus ancienne brasserie encore active à Anvers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la bière qui coule aux pompes, mais aussi un autre breuvage aux couleurs dorées pour couronner le futur meilleur sommelier de Belgique. Veuillez reconnaître ces deux boissons et définir le produit de base. Parmi les finalistes, 2 élèves de la promotion sociale de Saint-Guilain. Je m'appelle Alix Tippevel. Je m'appelle Margot Legrain. Toutes 2 en première année de sommellerie, elles incarnent l'avenir de la profession. Le fait que ce soit 2 filles, c'est un signe, la profession elle se féminise ? Ah oui, la profession se féminise. Moi je me souviens il y a quelques années en arrière, dans un pays fort lointain, où le métier de sommelier était au masculin. On n'entendait pas mettre un E à sommelier pour faire sommelier. Elles ont une sensibilité particulière ? Oui, enfin du moins. Moi, je pense qu'après ce qu'on peut en dire, elles dégustent plus facilement et elles ont les papilles et l'odorat beaucoup plus acerbé que le masculin. Parce que nous, chez les hommes, on a plutôt tenté à manger des cailloux, boire de la bière et on est plus tenté à boire des alcools quelque part. Une interro écrite, 4 épreuves pratiques, voilà ce qui attend les candidats. C'est quoi l'épreuve ici ? Un accord de bière et fromage. Alors l'épreuve ici, c'est la dégustation organoleptique complète d'un vin blanc servi à l'aveugle. Ici, les élèves, ils ont dû faire ou le carafage ou le décantage. Ici, c'est le reconnaissement des boissons, simplement. Simple en apparence, mais un peu plus compliqué en pratique. Il y a eu des cols. Oui, certaines quand même. 2-3 questions, mais bon. Par exemple ? Par exemple, sur les vins du monde, je suis pas trop développée là-dessus, mais bon, on va bosser. C'est pas encore la fin de l'année. Niveau de la bière et du fromage, on n'avait pas vraiment eu d'entraînement là-dessus, donc j'ai eu un peu de mal là-dessus. Pas de médaille au final pour Margot et Alix, juste un diplôme, mais qu'à cela ne tienne. On est venu ici d'abord pour l'expérience, en voyant un peu ce que c'est pour notre première. On reviendra pour la 7e. Hein. Ah ouais, tu penses déjà à l'année prochaine ? Oui, je pense déjà. Il faut bien approfondir. Et l'approfondissement, c'est tout de suite. Nous partons en Erasmus dans la région de Beaune, en totale immersion. Immersion également pour les futurs barmen à Saint-Guilain. Une formation qualifiante, accessible aux demandeurs d'emploi, ouvrira bientôt ses portes. Nous avons une convention Forem qui va normalement débuter à partir de cette année-ci en juin, terminer en décembre. Donc c'est une formation accélérée et nous allons aussi l'annoncer en promotion sociale mais en soirée à partir du mois de septembre. Du bâtiment historique de la brasserie De Koning, je vous propose de faire un bond dans le temps. On va à la pointe du progrès, on va parler d'intelligence artificielle. Les moteurs de recherche, la reconnaissance faciale, le traitement des données médicales, l'intelligence artificielle bouscule notre quotidien. Et ce n'est qu'un début, d'autres bouleversements s'annoncent, mieux vaut s'y préparer, raison de ce 3e colloque organisé par Eno Condorcet. L'intelligence artificielle, elle est là. Il y a 2 choses. Soit qu'on le prend, on l'utilise, on l'adopte et il sera à notre service, ou bien on va le subir. Et dans ce cas-là, ça sera trop tard. Donc, d'où on intègre nos étudiants dans ce colloque pour les sensibiliser qu'il y a quand même pas mal de compétences qui vont changer demain. Un exemple, celui des maisons de repos, où l'on prévoit l'apparition d'un nouveau métier. Alors c'est le bienveilleur. Alors pour l'idée de bien vieillir, bienveilleur, oui, donc c'est l'idée de que, en fait, dans un quartier, autour d'une maison de repos, mais autour même d'une association, on pourrait avoir, comme on avait dans un immeuble à appartement, un concierge qui rendait des différents services aux différents locataires et propriétaires. C'est-à-dire, mais finalement, dans un quartier, je dois avoir un bienveilleur qui est un concierge du 21e siècle, qui rend des services, qui s'assure que les gens sont bien à domicile. Et le contact humain va se faire au travers du digital. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est de se dire
que finalement le digital ne déstructure pas le contact humain, le renforce, le permet et crée finalement des communautés locales qui vont aider des personnes âgées, dans le cas d'espèces, de pouvoir rester plus longtemps chez elles, mais toujours avec un lien avec la maison de repos, avec les services à domicile, et donc de pouvoir créer finalement un nouvel écosystème basé sur les seniors, mais grâce au numérique. Pour ces étudiants, l'adaptation n'est pas un problème, mais pour beaucoup d'enseignants, la remise en question est plus fondamentale. C'est fini la pédagogie pyramidale. Le connaissant, c'était le maître qui vient pour expliquer aux autres car ils n'ont pas des données. Mais maintenant, les données, les connaissances, ça se trouve sur le net. Il faut que le pédagogue ou l'enseignant essaye d'échanger avec les étudiants, d'accord, pour structurer bien sûr des connaissances qui seront fiables par rapport au métier donc futur de nos étudiants. Mais des questions subsistent, comme celle posée par cette enseignante à propos de l'esprit critique. Donc l'esprit critique est quand même très important en tant qu'infirmière parce que on est face à des situations où on doit réagir selon le contexte. Et donc en effet, moi ici j'ai commencé en tant que professeur au mois de janvier et je vois que c'est quelque chose quand même qui est difficile chez les étudiants de mobiliser cet esprit critique. Ils font souvent appel à leur théorie mais sans les remettre dans un contexte et sans pouvoir justifier les choses. Et c'est quand même un problème dans notre métier parce que notre métier c'est pas de la théorie, c'est de la pratique et cet esprit critique doit être mobilisé. Face à ce questionnement, les spécialistes de l'intelligence artificielle se montrent rassurants. Je trace un autre parallèle avec Wikipédia. Début des années 2000 à ce moment-là, c'était la grande révolution. Wikipédia, mais quelle horreur! Une encyclopédie qui n'est pas écrite par des encyclopédistes professionnels. Il y a plein d'erreurs factuelles dedans, c'est une source de désinformation, il faut bannir. Mais finalement, est-ce que Wikipédia nous a rendus moins critiques ou plus bêtes? Je pense plutôt que ça a eu l'effet inverse. Ça a vulgarisé beaucoup la connaissance, ça l'a rendu aussi plus agile, plus adaptable en temps réel. Et je pense qu'il en va de même pour l'utilisation de l'IA et de chatbots. De son côté, Thomas Dermine, secrétaire d'État à la relance stratégique, se veut pragmatique. L'intelligence artificielle peut beaucoup, mais elle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on est des humains et qu'on n'est pas une machine? C'est qu'on est capable d'aimer, c'est qu'on est capable d'interagir, c'est qu'on est capable d'avoir une lecture fine des relations humaines, et ça, la machine ne nous le volera jamais. Et donc aujourd'hui, les nouveaux outils comme ChatGPT ou d'autres outils qui ont été présentés aujourd'hui sont fabuleux parce qu'ils peuvent quelque part retirer une partie du travail automatique qu'on faisait, d'agrégation de savoir, et nous permettre de nous concentrer sur ce qui fait qu'on est unique en tant qu'humain, et c'est cette capacité à interagir entre nous. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, toujours plus haut, toujours plus loin. Ciao.